Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment. Entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de limerté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Julie. Salut, bonjour Clémentine. Merci beaucoup d'être là. Je suis super touchée d'échanger avec toi ce matin. Je vais te partager une petite anecdote personnelle pour commencer. Quand j'ai été enceinte de ma première fille il y a 4 ans, je connaissais rien au sujet. J'ai été un peu stressée de me dire qu'est-ce que c'est qu'accoucher, ça a l'air horrible, etc. C'est pas possible qu'on continue d'accoucher si c'est si horrible. Et donc, je me suis mis en quête de trouver des preuves qu'on pouvait accoucher différemment. Et je suis tombée sur ton livre qui s'appelle Naître ici. C'est le Oui. premier livre que j'ai lu sur le sujet. Ah, trop bien. Ça a été le point de départ de toute ma maternité grâce auquel je suis allée chercher une sage-femme qui faisait de la physio, etc., etc. Et tu vois, aujourd'hui, je suis doula et j'accompagne les parents. Et je pense que c'est Waouh. une réalité pour beaucoup. Donc, je suis super touchée de t'avoir aujourd'hui. Ah, trop bien. Et ben moi, ça me touche aussi à fond. Voilà. Et mais du coup, pour ceux et celles qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors donc du coup, moi, c'est Julie. Je suis maman de 3 enfants. Et ma maternité a aussi été, comme toi, je pense, du coup, le point de départ de tout mon cheminement et de tout mon investissement auprès des femmes parce que je me suis rendu compte vraiment des failles qu'on avait aujourd'hui en France, notamment dans l'accompagnement des mères, quel qu'il soit, et principalement l'allaitement, parce que moi, tu sais, je suis spécialisée en allaitement. Et du coup, j'ai commencé par être marraine d'allaitement avant même la naissance de ma fille. Ok. Pendant ma grossesse, parce qu'en fait, je suis allée à une réunion d'une IBCLC, Ouais. Virginie Lespingale. Si tu m'entends, tu as été le point de départ, mon point de départ à moi. Et en fait, j'ai vu cette conférence, je m'intéressais beaucoup au sujet dès que je suis tombée enceinte, et j'ai fait waouh, l'allaitement, c'est un truc de dingue. Et du coup, j'ai voulu absolument me lancer dedans. Et puis quand ma fille est née, ça a été encore plus fort. Donc j'ai d'abord commencé par l'allaitement avant de me tourner vers le métier de doula. Mm. Et quand ma fille est née, quand elle a eu 6 mois, j'ai découvert le métier de doula et j'ai dit mais waouh, mais c'est ça en fait. Parce que moi, je sentais que l'allaitement, tu vois, ça me suffisait pas. Il me fallait aller plus loin. Et du coup, je me suis formée avec ma fille. J'allais pendant 1 an, de ces 6 mois à ces 18 mois, j'allais faire mes formations. Elle était avec moi pendant ma formation et tout. J'allais jusqu'à Lyon. J'habitais Toulouse à l'époque. J'allais jusqu'à Lyon faire mes formations 1 fois par mois. Voilà, j'étais vachement investie. Et depuis, donc maintenant, ça fait bientôt 8 ans. Depuis, je n'ai pas cessé de m'informer sur le sujet, de remettre mes connaissances à jour. Il y a 3 ans, je me suis vraiment spécialisée dans l'épigénétique, donc de l'influence que peuvent avoir tous les facteurs environnementaux, alimentaires, etc. sur l'expression de nos gènes et comment nos gènes s'expriment aujourd'hui. Parce qu'en fait, je suis une pro de la physiologie, une pro du naturel, comme tu le sais. Mm. Mais aujourd'hui, j'en vois les limites dans un certain sens parce que je me rends vraiment compte que, en fait, on est forcément en involution et on subit forcément l'impact de notre industrialisation depuis des centaines d'années, même plus que ça, puisque l'industrialisation, ça a commencé au néolithique. Donc, ça fait très longtemps. Quand j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais enfin, avant, on se posait pas tant de questions. Oui, mais en fait, c'était vraiment, ça date pas d'hier, en fait, les problématiques. Elles se sont engrammées petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça me fascine de pouvoir en fait accompagner d'un point de vue très global, c'est-à-dire et en fonction de notre biologie de base d'être humain, qu'on connaît bien, et c'est pour ça que je suis pro-physiologie, mais d'un autre côté, en ayant la conscience qu'on ne peut pas sortir non plus de cette industrialisation parce qu'on en est, voilà, on subit les conséquences directes Qu'est-ce aujourd'hui. qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'aller creuser ce sujet d'épigénétique? Eh ben alors déjà, depuis le début, moi je suis très, je me passionne pour les travaux de Michel Audin, que tu connais Ouais. probablement, que Ouais. beaucoup de gens connaissent. Mais pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un gynécologue obstétricien qui est très,
qui parle beaucoup, beaucoup d'épigénétique Mm. et notamment de l'influence de l'industrialisation sur les naissances des bébés. Il a écrit énormément de livres qui sont hyper intéressants, comme L'humanité survivra-t-elle à la médecine, Mammifères. Et donc, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'étudier auprès de lui, et j'ai aussi l'occasion qu'il préface mon deuxième livre sur l'allaitement. Euh, et donc, déjà j'étais très intéressée par. Et puis, moi, tu sais, j'ai fait 10 ans d'auxiliaire vétérinaire, et ce Mm. qui me passionnait dans ce métier-là, c'était aussi le côté médical. Mais pas médical dans le sens, tu vois, allopathique, mais vraiment dans le sens comment fonctionne un organisme, pourquoi un organisme déraille à un moment donné, et comment on peut rééquilibrer tout ça, que ce soit d'un point de vue naturel ou allopathique aussi, mais tu vois, dans son ensemble, quoi. Et donc, ça me fascine depuis toujours. Et, euh, et ensuite, ce qui a vraiment été le déclencheur de vraiment me lancer à fond, c'est que quand mon troisième bébé est né, Loen, à la maison, dès les premiers temps, j'ai eu comme des intuitions où je me suis dit, ce bébé-là, il a des freins restrictifs. Et je connaissais pas encore assez le sujet. Je l'avais survolé pas mal, mais j'étais pas rentrée dedans. Et je me suis dit, il en a. Et pour autant, il n'avait pas un allaitement chaotique. Tu vois, il prenait vachement bien du poids, il était super bien. Il n'était pas très agité, j'avais pas de crevasse, rien du tout. Mais j'étais convaincue qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez ce bébé-là. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était le cas aussi pour mon deuxième. Et du coup, je le prends en charge différemment parce qu'il est un peu tard maintenant. Et du coup, c'est une prise en charge différente. Mais du coup, forcément, je l'ai emmené chez un spécialiste et je me suis dit, mais c'est fascinant. Donc, je me suis formée à mon tour. En même temps que j'avais mon bébé qui partait faire sa frénectomie, j'avais le nez dans la formation de Caroline Deville sur l'accompagnement et les diagnostics des freins restrictifs. Et du coup, forcément, vu qu'on sait aujourd'hui que les freins restrictifs, ça a un gros impact épigénétique, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est fascinant. Et ensuite, je me suis intéressée à l'alimentation aussi, Mm. et à l'impact qu'a l'alimentation sur notre génétique aussi, sur notre équilibre hormonal, physique et compagnie. Et, euh, et voilà, ça m'a passionnée. Donc, j'ai pas arrêté de me former ces 3 dernières années, vraiment sur l'épigénétique, même l'anthropologie, et faire le lien un peu avec tout ça, quoi. Ouais, c'est effectivement, c'est un peu, t'ouvres une porte, puis derrière, il y a plein de Ouais, portes, c'est ça. tu te Oh, puis t'as développes un jamais peu la fini, tour. hein. Je sais très bien que dans 10 ans, tu vois, j'aurai à nouveau d'autres choses. C'est clair. Et c'est ça qui est génial aussi. Moi, tout d'un coup, comme tu dis, tu ouvres une porte, puis hop, t'en as une autre derrière et tu te dis waouh, waouh, waouh. Et puis, alors, Mm. moi, j'adore étudier vraiment. En général, je vais vraiment, dès que j'ai un sujet qui me passionne, je me lance dedans. Puis, tant que j'ai pas exploré tous les recoins de ce sujet, j'en sors pas, quoi. Je sors pas la tête dedans. Je vois Là, bien. cette année, tu vois, je me suis vraiment intéressée aussi à la régulation de notre système nerveux, Ok. qui a un impact aussi chez les mamans, tu vois, les dépressions postpartum et compagnie. Donc ça aussi, ça en fait partie. Et puis l'impact épigénétique sur les dépressions postpartum, il est quand même très très fort aussi. L'impact de l'alimentation sur ça aussi. Enfin voilà, tout est lié en fait. Et voilà. Et donc peut-être dans 2-3 ans, j'aurai un autre truc qui sera venu s'ajouter. Le fait que du coup tu mettes vraiment à jour tes connaissances au fur et à mesure des dernières années, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul que tu as, il y a quelque chose que tu aurais fait différemment pour accueillir ton premier bébé? Pas forcément dans la naissance en elle-même, tu vois, mais dans voilà, tout ce qui entoure ça. Probablement, parce que de toute façon, tu vois, j'ai envie de te dire, j'ai pas accueilli mes bébés de la même manière, j'ai pas travaillé de la même manière dessus, en fait. Et je pense que mon chemin de vie, alors pas que dans mes connaissances, mais aussi même dans mon chemin de vie à moi, j'imagine que ça aurait été différent. Cela dit, je reviendrai pas en arrière parce que je suis convaincue qu'en fait, on devait avoir ce Mm. chemin-là, Ouais. chacun. Je suis vraiment très alignée, et pourtant, pour mon premier, enfin pour ma fille, du coup, mon aîné, j'ai eu une césarienne, donc c'est clairement pas une naissance qu'on pourrait qualifier de. C'est déjà pas une naissance physiologique, mais en plus c'est vraiment pas. C'est compliqué. Et puis je sais très bien que c'est l'hôpital qui a entraîné ma césarienne. Mm. Du coup, aujourd'hui, j'ai eu un peu de colère, j'ai eu un peu ce sentiment d'échec, surtout que j'étais une jeune doula à l'époque, comme tu le sais, Mm. vu que j'étais juste, voilà, je commençais à avoir les trucs. Non, j'étais même pas doula, j'étais juste dans l'allaitement. Et j'avais très envie d'une naissance physiologique. Euh, mais euh, mince, je me suis un peu perdue dans ce que je Ouais, non, disais. je te demandais si le fait d'avoir Oui, tes connaissances, voilà. ouais, c'est ça. Est-ce que je referais différemment? Mais en gros,
Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur ça et sur le fait est qu'en fait, si j'avais pas eu ces naissances qui s'étaient passées comme ça, je serais pas la même accompagnante aujourd'hui Ouais, c'est et sûr. j'aurais peut-être pas eu envie d'aller au bout de ces sujets-là en fait. Mm. Donc si ça se trouve, j'aurais pas les mêmes connaissances aujourd'hui si j'avais accouché par exemple de manière hyper physiologique dès le départ. Et j'aurais pas eu la posture que j'ai aujourd'hui. Comme tu sais, je forme des spécialistes de la physiologie périnatale qui accompagnent les mamans. Et dedans, c'est très très important pour moi, tu vois, d'avoir une certaine posture. C'est-à-dire que on ne doit pas imposer nos savoirs et nos connaissances. La théorie, c'est bien, c'est fondamental quand on accompagne les mères, mais il faut sortir de la théorie la plupart du temps, parce qu'il faut s'adapter au cas par cas. Moi, je dis toujours à mes formés, il faut que vous soyez un vrai caméléon, parce qu'en fait, chaque histoire, chaque vie et mais même chaque biologie de chaque humaine Mm. est très différent. Donc en fait, on est obligé de s'acclimater. Et parfois, je peux voir dans ce milieu, même si je le comprends parfaitement et que je suis d'un certain point de vue hyper d'accord avec ça, ce truc de dire toutes les femmes peuvent accoucher physiologiquement, toutes les femmes peuvent accoucher naturellement. Il y a une part de très vrai là-dedans, parce que pour moi, d'un point de vue très biologique, oui. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a Mm. énormément de déconstruction mentale, sociétale à faire. Et parfois, en fait, c'est impossible de le faire. Et ça, on a du mal à se rendre compte de ça. Et du coup, c'est ça qui pêche un petit peu. Et je pense que c'est très important, que ce soit pour les mères qu'on accompagne comme pour nous, parce que moi, au début que j'accompagnais, j'étais aussi très tu peux y arriver. Et en fait, chaque maman qui finissait par prendre la péri alors qu'elle voulait une naissance physiologique, c'était non seulement un échec pour elle, mais c'était aussi un échec pour moi. Je me disais, mais j'ai pas réussi mon job, etc. Et je me suis rendu vraiment compte qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand que ça aussi. Et que parfois, on ne peut pas être complètement dans le rejet. Et tu vois, tu me parles de mes expériences, mais mon deuxième, par exemple, pour te refaire un peu les histoires de mes naissances, ma première, je voulais une naissance physiologique. Je suis allée à l'hôpital. Et parce que je suis rentrée à l'hôpital, mon travail s'est complètement bloqué. Alors, c'était un gros bébé et mes bébés sont tous nés en postérieur, tu sais, donc le dos contre mon dos. Et donc, forcément, une naissance plus longue avec des contractions dans le dos. Et puis, alors, des gros bébés. Hein, c'était du 4,2 kg, 4,2 kg Ok. et tout. C'était du bon bébé, quoi. Mm. Et, mais bon, peu importe, hein, j'ai envie de dire, c'est comme ça. On porte les bébés qu'on peut faire naître. Mm. Mais quand je suis arrivée à l'hôpital, les lumières, là, alors moi, je suis très connectée à mon mental. Et là, tu vois, cette année, j'essaye de déconnecter beaucoup de mon mental. Mais le lâcher prise à l'hôpital, il n'était plus possible pour moi. Donc, en fait, je sais que j'ai stoppé mon travail à partir de quand je suis arrivée à la maternité, puisque je suis arrivée à la maternité, j'étais quasiment dilatée. Et puis après, j'ai Ah ouais. passé plusieurs heures à attendre que ça se passe et à souffrir finalement. Ouais. Alors que je ne souffrais pas tant que ça quand j'étais chez moi. Euh, et donc, ça a fini en césarienne. Alors, une césarienne qui a été plutôt respectée, puisque je suis restée en poids avec mon bébé tout de suite. Ensuite, j'ai eu que 20 minutes de séparation avec elle, puis je l'ai retrouvée. Et en attendant, elle était avec mon mari en poids. Mm. Elle a eu ma flore, ils m'ont fait pousser. Enfin, il y a eu plein de choses quand même qui ont été très respectées dans cette césarienne. Et puis, alors, ma fille, aucun problème d'allaitement, un bébé qui prenait du poids tout de suite. Enfin, tout allait très bien. Euh, et mon deuxième, du coup, je l'ai eu dans le rejet total de l'hôpital. Mm. Je voulais absolument pas accoucher à l'hôpital, tu vois. Et du coup, j'avais décidé de me faire un ANA, donc un accouchement non assisté. Et j'ai beaucoup de copines sages-femmes, donc j'avais quand même pas mal de réseaux avec mes copines. On s'était au téléphone, etc., etc. Mais pendant toute cette grossesse-là, je me suis rendu compte que si je voulais pas accoucher à l'hôpital, c'est parce que j'étais dans le rocher de l'hôpital et non pas dans l'envie d'être dans la naissance physiologique. Tu vois, et en fait, cette naissance-là m'a aussi apporté dans ce sens-là, parce qu'en fait, au bout de 24 heures de travail, je suis partie à la maternité, parce que j'étais plus capable de rester à la maison et d'être dans cet état-là. Puis je commençais à paniquer, en fait, parce que l'utérus cicatriciel, parce que tout ça. Et puis finalement, du coup, j'ai eu une naissance par voie basse pour ce bébé, sous péridurale très peu dosée. Du coup, j'ai pu avoir les sensations, etc. Mais mon bébé est né par ventouse et j'ai fait une hémorragie de la délivrance, due à une erreur de l'hôpital, du coup, pour le coup. Donc ça a été compliqué aussi, il a fallu que je guérisse un peu de cet accouchement. Et les liens avec mon bébé ont été plus compliqués sur ce bébé-là aussi, parce que du coup j'étais vraiment dans cette colère. Donc il y a pas mal de choses à travailler pour mon fils aussi par rapport à ça, tu vois. J'étais dans ce rejet-là, mais bon, c'était notre chemin à tous les deux aussi, c'est ce que je me dis. Euh,
Et mon troisième, du coup, je voulais absolument le faire naître à la maison. Mais alors là, du coup, j'avais peur d'accoucher à la maison parce que j'avais eu l'hémorragie plus la césarienne. Et donc là, je me suis inscrite dans 2 maternités. Ok. Tu vois. Et alors là, par contre, j'étais une doula très différente. Ça faisait vraiment des années que j'étais dedans. J'avais accompagné beaucoup de mamans. J'étais vraiment, tu vois, j'avais fait beaucoup, beaucoup de recherches. Mm. Mais alors, bon, les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein, tu sais, appliquer ce qu'on sait fondamentalement aux autres. Donc, je m'étais dit, tant pis, en fait, je me crée une barrière de sécurité, c'est-à-dire qu'on le fait à la maison, ce bébé, en accouchement non assisté. Mais je m'étais inscrite et à la fois dans une maternité physio à 1 heure de chez moi, et à la fois dans la maternité d'urgence à 30 minutes de chez moi, si jamais il y avait besoin d'y aller en urgence. Comme ça, cette fois, j'étais calée, parce Mm. que le problème de mon deuxième, c'est aussi que je m'étais inscrite nulle part tellement j'étais dans le rejet, que je me suis tapé l'usine de Toulouse, Ouais. et que en plus j'ai eu des menaces de l'hôpital et compagnie, Mm. parce que j'avais refusé certains soins, etc. etc. Et donc là, tu vois, j'étais plutôt dans l'acceptation de ce qui va se passer, devra se passer, comme Mm. ça doit se passer. Moi, j'ai mes petites barrières de sécurité autour de moi. Et en fait, il se trouve que pour ce dernier bébé, j'ai ma maternité physiologique. Alors, ma maternité pas physio m'a appelé en me disant voilà, le gynécologue veut que vous fassiez une radio pelvienne parce que vous avez eu une césarienne pour le premier. Et là, j'ai dit bon, écoutez, les gars, je me casse en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. J'ai dit, vous savez quoi, de toute façon, je suis inscrite à l'autre maternité, donc je vais accoucher là-bas. C'est comme ça que ça va se passer. J'ai omis le fait qu'il y avait la potentialité que de toute Ouais. façon, j'allais pas bouger de chez moi. Donc j'ai juste dit, écoutez les gars, moi ça c'est pas possible. Et ce qui est très drôle, c'est que la sage-femme que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit, je comprends parfaitement. Mm. Mais parce que je lui ai dit, vous savez, en plus j'ai eu un deuxième, quoi. Je veux dire, qui est passé par voie basse. Donc enfin là ça va. Moi les trucs inutiles, les examens inutiles, très peu pour moi. Et peut-être 2 jours après, ma maternité physio m'appelle et me dit bon bah écoutez, on ferme, Oh. donc vous devez aller à Bergerac. Et j'étais là quoi. Mais en fait c'est pas comme ça que ça devait se passer. Et j'ai appelé une amie sage-femme que j'adore et qui m'a dit mais tu sais quoi Julie, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et en fait du coup au final mon bébé, mon troisième bébé, ça a été une naissance extraordinaire. Euh, il est né en 1 heure et demie dans mon salon, avec juste mon mari et mes 2 autres enfants. Il est né coiffé, donc dans sa poche des os. Donc j'ai eu zéro douleur. C'était même le moment de la poussée, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très agréable. Genre, je veux dire, je revivrais ça avec beaucoup de plaisir s'il fallait. Euh, j'ai eu aucune déchirure, j'ai pas été blessée, rien du tout. Ça a été vraiment une naissance euh, Faire douce, quoi. parfaite, ouais, vraiment parfaite. Euh, et en fait, tu vois, j'avais beaucoup travaillé sur mon mental et sur le lâcher prise, sur le ça se passera comme ça doit se passer. J'étais ni dans le rejet, ni dans, tu vois, donc j'ai eu vraiment besoin de faire ce truc-là, juste me dire, ok, ça viendra comme ça viendra. Et du coup, c'est comme ça que j'essaye d'accompagner les femmes, en fait. Tu as un projet, tu te mets aussi des petites barrières de sécurité dont tu as besoin personnellement parce que en fait il y en a leurs barrières de sécurité, ça va être de ne pas s'inscrire à l'hôpital, et du moment que c'est pas dans une énergie de colère, Ouais. de rejet, de je ne veux absolument pas ça, c'est ok, tu vois. Mais si on est dans une énergie forcément euh, plus contre que pour, et ben forcément on a et ça c'est ce que ça m'a appris. Donc d'un côté tu vois je revivrai mes naissances exactement pareil parce que sans ça, déjà, je ne serais pas la même accompagnante, je ne serais même pas la même formatrice, je ne transmettrais pas les choses de cette manière-là aussi, tu vois. T'as vraiment coché plein de cases d'options. Ouais, ouais, j'ai vécu plein de trucs, du coup. L'expérience personnelle, du coup, elle est pas mal. Tu vois, j'en parle beaucoup de mon expérience personnelle en disant, bah, en fait, je suis très contente de l'avoir vécu comme Mm. ça. J'aurais pas, alors, pour mes enfants, évidemment, que j'aurais préféré qu'ils aient tous une naissance physio, Mm. mais d'un autre côté, je pense que bah, eux aussi devaient venir comme ça. Je suis très comme ça aussi Ouais. de me dire, bah, en fait, voilà, nos expériences nous forgent. Et puis bon, j'estime qu'ils sont tombés quand même dans une famille où on va pouvoir prendre en charge tout ce qui a pu découler de ce genre de naissance Ouais, c'est aussi. clair. Euh, mais je voudrais pas revivre ça différemment parce que aujourd'hui, la personne que je suis, tu vois, serait très Mm. différente. C'est marrant parce que moi, j'ai du coup, donc, comme je disais en introduction, je suis rentrée, enfin, dès ma première grossesse, j'ai découvert la physio, etc. Donc, pareil, j'avais un projet d'accouchement physio, alors pour le coup, en plateau technique, donc avec ma sage-femme à l'hôpital. Mm. Mais, et j'ai accouché par césarienne d'urgence pour la première. Ah Voilà. ouais.
Et donc, beaucoup de colère après coup, beaucoup d'incompréhension et tout. Bon, et puis en travaillant dessus, et je me suis formée pour être doula après. Et en fait, bah, tu as vraiment mis les mots, je les avais jamais mis comme ça, mais tu as tellement vraiment résumé ce que j'ai vécu. C'était effectivement, j'ai pris conscience après coup que, en fait, ma volonté d'accoucher physio, c'était pas je voulais accoucher physio, c'était je veux pas accoucher de manière médicalisée. Et c'est pas du Et tout oui, la oui, même oui. intention, quoi. Et effectivement, bah, pour la deuxième, je me suis préparée différemment. J'étais OK avec l'hôpital, j'étais sécurisée à l'hôpital parce que j'avais choisi où j'allais et bah, j'ai accouché par voie basse et c'était une magnifique naissance, quoi. Enfin, Mm. donc ouais, c'est des mots super forts. C'est vrai, ça m'émeut d'entendre le dire. Euh, du coup, tu as trois enfants qui sont quand même assez rapprochés en âge. Mm. Oui, oui. Comment ça se passe justement de gérer cette fratrie au quotidien et tout ça? Vaste sujet, hein. Ouais, c'est pas facile. C'est Ouais. clairement pas facile. Et puis, tu sais, je pense que. Alors, si je devais refaire, là, pour le coup, tu vois, avec les informations que j'ai aujourd'hui, je ne ferais pas des enfants aussi rapprochés. Et peut-être que je commencerai plus jeune aussi. Ouais. Parce que, bah, mine de rien, j'ai eu ma première à 29, mon dernier à 33. Ouais. Donc, ils ont 2 ans d'écart à chaque fois. Et en fait, le troisième a littéralement explosé. Mais vraiment, ça m'a pulvérisé physiquement. Et puis même mon mari, en fait. C'est pas que moi, tu vois. En plus, on a quand même un schéma relativement euh, correct, tu vois, parce que bah, si tu le sais, bah, jusqu'à présent, jusqu'à cette année, on faisait l'école à la maison. Mm. Nous, on travaille tous les deux à la maison. Puis Tom, c'est mon mari du coup, a commencé à développer son entreprise de spécialité au levain cette année. Donc les 2 premières années de mon fils, il travaillait pas. Donc Ok. il était à la maison avec nous. Donc on était genre tous les 5 à la maison, à notre rythme, tu vois, en équilibre. Donc on a quand même une situation qui nous permettait le repos, l'équilibre. Mais en fait, non, parce que déjà on a peu de relais pour nos enfants, donc c'était du H24. Mm. Euh, et donc, c'était très intense. Et puis, bah, forcément, tu gères 3 enfants en bas âge, quoi. Ouais. Voilà, la petite, elle avait 4 ans quand son tout petit frère est né et le deuxième avait 2 ans. Donc, Ouais. c'est vrai qu'en fait, physiquement, émotionnellement, ça m'a pulvérisée, vraiment. Euh, je les adore et je suis très contente de voir leur complicité et tout. C'est vraiment magique. Et puis, encore une fois, je me dis, voilà, on devait faire comme ça. Puis, avec mon mari, de toute façon, on s'était toujours dit, c'était rigolo. On a dit, on veut 3 enfants rapprochés. Donc, on était quand même alignés tous les deux. On est allé vers ce qu'on voulait. Et puis, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, on a eu besoin aussi de prendre aussi des petites décharges, je pense. Tu Ouais. vois, le moment où on a été très fatigué, c'était aussi des signaux d'alarme qui nous disaient attention, vous tirez sur la corde. Il y a un moment où il va falloir peut-être changer l'organisation, il va peut-être falloir changer des trucs. Et pour ça, on a quand même été assez à l'écoute. Mais c'est vrai que la gestion du quotidien est pas facile parce que, Mm. comme tu sais, moi, j'ai une auto-entreprise. Donc, ça m'a demandé de travailler avec mes enfants 24 heures sur 24 dans les pattes, même Comment tu si fais? c'est dur. Franchement, c'est dur. Parce qu'en fait, ce qui est dur, et en fait, c'est ça aussi que, tu vois, cette année, on a décidé donc de les scolariser tous les trois. Donc, déjà, on avait cette idée-là en tête. Mais en plus, on a eu le refus le refus d'autorisation de continuer l'école à la maison. Donc au début, on a scolarisé que notre fille parce qu'en fait, on voulait pas mettre nos garçons. Enfin, il n'y avait pas de grande section pour le grand là où il y avait ma fille. En fait, à la base, on devait déménager là où est ma fille. Et puis finalement, ça se fait pas. Et en fait, finalement, ma fille est dans une école, puis maintenant, mes 2 fils sont dans une autre école, mais ils sont chacun dans des directions différentes, à 20 minutes de la maison, mais à l'opposé. Ah ouais, ok. C'est génial. C'est génial. Mais bon, l'organisation est meilleure quand même comme ça. Mais tu vois, on avait décidé de garder les 2 garçons à la maison. Et en fait, on s'est rajouté l'école et les trajets. Mm. Et on s'est rajouté en plus l'activité de Tom. Ce qui est super, parce qu'en fait, on a besoin à un moment donné aussi d'avancer, d'évoluer, de ne pas être que dans le maternage 24 heures sur 24 et de développer des projets. Et en fait, là, on s'est rendu compte que, tu vois, là, on a une grosse sirène d'alarme. Et donc, on a décidé de scolariser un peu vite nos garçons, mais on sent que c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Euh, et cette année, je me suis vraiment dit, là, tu vois, j'ai vraiment besoin de temps. J'ai besoin de temps pour, tu vois, prendre le temps avec toutes les personnes que je forme. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, mes formations, elles étaient en ligne, disponibles. Et en fait, ces dernières années, ça a été très difficile pour moi de gérer ma formation. Parce qu'en fait, je ne faisais que Les gens achetaient ma Ouais. formation, ils la consommaient. Et moi, j'étais pas assez dedans. Et,
Et ça me manquait en fait d'avoir de la vraie formation, de l'échange, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, ma formation en ligne, elle est ultra complète, mais du coup, elle a aussi le suivi personnalisé. Ouais. Et j'ouvre 3 sessions par an pour prendre le temps en fait avec les personnes qui sont dans la formation, faire des zooms régulièrement, prendre le temps en fait d'échanger, d'aller plus loin dans leur questionnement, etc. C'est vraiment ça qui me manquait. Mais en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ça avec les enfants parce que bah, les heures, ça va pas. Tu vois, là, nous, on a eu du mal à se caler le podcast parce que bah, je les avais à la maison. C'était les vacances, j'avais oublié. C'était mes premières vacances scolaires. Et je me suis dit, mince, tu vois. Alors que là, ben là, tu vois, ils sont tous à l'école. Donc forcément, j'ai plus de temps pour aller. Parce que, en fait, j'ai besoin aujourd'hui, tu vois, de prendre soin de moi. J'en ai Ouais. pas eu besoin jusqu'à présent. Pendant 7 ans, c'était OK pour moi, tu vois, de ne pas me séparer de mes enfants, d'être dans le maternage, d'être. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Mm. Et cette année, j'ai vraiment eu le truc de dire, là, maintenant, j'ai besoin de temps pour moi. Mm. De temps vraiment pour développer mon entreprise, pour être profondément avec elle et dans ce que je veux faire, tu vois, parce que j'ai des projets. J'ai quand même, tu vois, là, il y a la formation, mais j'ai envie voilà, de développer mon savoir. Ben voilà, je sais que je peux faire des choses, tu vois. J'ai réussi à faire on va dire pas des grandes choses, mais tu vois, j'ai quand même réussi à faire pas mal de choses comme ça, en étant, tu vois, un peu Ouais. en dents de scie parfois. Et là, je sais, je me dis, si j'ai du temps, je me visualise, je me dis, j'ai plus de limites, tu vois, Ouais, je peux c'est faire clair. tellement de choses. Mais Donc, c'est en fait, voilà, cette année, j'ai dit, j'ai besoin de temps pour moi, ouais. non seulement pour mon entreprise, mais aussi pour moi. C'est-à-dire prendre des temps où pendant une matinée, ben, j'ai décidé d'aller me faire une balade à cheval, de prendre le temps avec mon mari, ben, je fais ça. Ouais. J'ai décidé que ce ne serait pas boulot tout le temps non plus, mais d'avoir juste des espaces-temps juste pour moi. Et je me suis aussi rendu compte que bah, forcément, ça allait augmenter en qualité ma parentalité. Ouais. Parce que là, tu vois, ces 2, 3 derniers mois, j'avais forcément, quand tu fais un boulot qui te prend normalement 2 heures bien condensées où tu es dedans, tu te lances dedans, bah déjà, tu le fais beaucoup mieux parce que t'es pas. Mais quand tu es interrompu toute la journée, en fait, forcément, tu le fais par petits bouts. Et en fait, les moments que tu passes avec tes enfants, c'est juste pour répondre à des besoins immédiats, c'est-à-dire j'ai faim, j'ai envie de faire pipi, j'en sais rien. Et en fait, comme ton temps de travail s'étale, bah, tu n'as plus vraiment de temps pour après passer un vrai moment de qualité, tu vois. Et puis tu es épuisé, tu en as marre, le boulot t'a pris la tête, les enfants ont demandé des trucs et t'ont interrompu. Il y a la frustration qui vient, c'est compliqué, donc forcément les moments étaient moins qualitatifs. Ouais. Alors que là, quand j'ai l'espace-temps mental d'être tout à mon boulot et ensuite de pouvoir dire, bah après c'est fini, je suis plus à mon boulot, donc je suis 100% avec mes enfants, mais là, ça augmente les temps de qualité avec eux aussi, et la parentalité, et les liens qu'on a à eux, et même eux, parce qu'ils ont non seulement leur temps à eux à l'école, où ils passent le temps épanoui, bon bien sûr on a choisi les écoles, mais en plus, quand nous on est là, on est vraiment là avec eux, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est clair, c'est hyper important et on oublie souvent en tant que parent que c'est aussi un cadeau à leur faire que de prendre soin de nous, hein. Et ouais, bah, et de toute façon, c'est le masque à oxygène, hein. Mais tu Ouais. sais, c'est un truc que je dis tout le temps. Dans mes formations et tout, je dis tout le temps, euh, si tu veux prendre soin des bébés, des enfants, il faut que tu prennes soin des mères. Et en Mm. fait, on est tellement aussi des fois. Alors, quand c'est OK, qu'on est aligné, tu vois, comme je te dis, moi, pendant 7 ans, ça a été totalement OK pour moi. Je m'épanouissais énormément dans la maternité et dans presque que la parentalité. Euh, mais j'avais quand même mon auto-entreprise, donc je m'épanouissais aussi avec mon auto-entreprise. Avec un terre de mer, forcément, je m'épanouissais d'une autre manière. Mais là, j'ai eu besoin que les choses soient différentes. Puis mes enfants grandissent aussi. Les sollicitations qu'ils ont Ouais. ne sont pas les mêmes non plus. Voilà, c'est là mes garçons, par exemple, ils veulent qu'on joue toute la journée, qu'on fasse des jeux de société. Donc j'en fais un, deux, c'est cool. Mais après, je peux pas être non-stop à faire des jeux de société aussi. Alors l'avantage, c'est qu'ils peuvent jouer tous les deux aussi, mais ils avaient besoin d'un peu de stimulation intellectuelle. Ça, je l'ai vraiment senti, surtout le deuxième, du coup, celui qui a 5 ans. Et je me suis rendu compte que moi, je ne pouvais pas lui offrir ça. Et depuis qu'il est à l'école, ma première m'a fait la même. Ils ont un épanouissement intellectuel qui est hyper développé. Et ça, je sentais que ça leur manquait, tu vois. Certaines choses, voilà, ça leur manquait aussi clairement. Donc, Nous, vous avez choisi les écoles pour les mettre, justement. on en a visité plein. Heureusement, on a un gros réseau là où on est. Donc, forcément, on a discuté avec pas mal de parents. Mais c'est vrai que bah, l'école de ma fille, c'est un multiniveau. Ok. Du CP au CM2. Ils sont beaucoup, mais ils ont une maîtresse absolument exceptionnelle. Vraiment, on est en train de se tâter à passer notre fille du coup sur l'école de leur frère, bien sûr, pour que ce soit plus facile. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment mal au cœur de quitter cette maîtresse-là, quoi, parce que Mm. elle a une façon enfin voilà, ma fille alors j'ai 3 enfants très différents et du coup chaque école est très adaptée à chacun de mes enfants, donc ça je trouve ça très bien.
Mais ma fille a un énorme manque de confiance en elle. C'est une petite fille très réservée, elle a besoin de se sentir sécure avec les adultes avec qui elle est. Mm. Sinon, elle se braque. Sinon, elle peut vraiment tomber en mal-être. Et sa maîtresse est absolument à l'écoute de ses besoins à 100%. Il y a un truc, par exemple, génial que je trouve, typiquement, les poésies, Mm. quand il faut réciter la poésie devant tout le monde, elle leur propose soit de faire devant tout le monde, soit de faire cacher derrière le tableau, soit de faire en one-to-one avec elle dans une pièce, Ah ouais, c'est bien. pour que les enfants puissent s'en sentir. Alors, ma fille, elle a fait la première fois en one-to-one, mais la deuxième fois, elle l'a fait déjà devant tout le monde. Mm. Et en fait, elle apprend à ses élèves à être bienveillants et constructifs dans leur façon de parler aux autres. Et du coup, en fait, il y a énormément de bienveillance entre les enfants aussi. Mm. Donc vraiment, il y a, voilà, c'est un vrai cadeau. Et l'école de mes fils, alors celle de mon deuxième est légèrement plus conventionnelle, mais la maîtresse est absolument géniale. En plus, c'est une maîtresse qui est très informée sur plein de sujets. C'est une maîtresse qui est très non-genrée. Elle adore le sport, donc elle fait beaucoup de sport aux enfants. Mon fils, il adore, il a besoin de se dépenser Mm. physiquement. Donc pour lui, c'est parfait. Ils sont 7 dans sa classe. Ah ouais. Ouais, c'est génial. Donc du coup, bon, ils sont en multiniveau Ouais. aussi, donc ils ont 2 classes en même temps, qui sont 7 d'un côté et je crois même pas 10 de l'autre. Et elle les prend en petits groupes à chaque fois, et l'autre groupe est avec une ATSEM en train de faire une activité de l'autre côté. Donc c'est hyper fluide. Mm. Du coup, elle est vraiment, quand elle travaille avec 7 enfants. Donc c'est vrai que, voilà, au niveau... et mon fils, tu vois, il est arrivé dans l'école, le premier temps, ça a été hyper violent pour lui, hyper dur. Et quand on a creusé un petit peu, on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il a dit, mais je me sens incompétent par rapport aux autres. Oh, waouh. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les autres, en fait, leur grande section à eux, ils sont lecteurs. Mm. Alors que nous, Pio, il commence à peine à écrire les lettres, tu vois, Mm. parce qu'on a respecté son rythme. Le truc, c'est que sa maîtresse, elle est géniale. Elle lui a dit, mais tu sais, toi, en fait, tu as appris différemment des autres. Et elle lui a dit, il y a plein de choses que tu sais faire et que les autres ne savent pas faire. Et donc, on va tenter de te mettre un petit peu au niveau par rapport à ce que tu sais pas faire. Mais toi, tu pourras aider les autres avec ce que tu sais faire. Et c'est vrai que mon fils, il pose des additions doubles dans la tête depuis presque un an, tu vois. Donc, par exemple, mes enfants, ils ont une espèce de facilité sur le calcul mental et des calculs hyper durs. Moi, des fois, je mets 2 heures à réfléchir, tu vois. Ils ont une espèce de logique. Mm. Et puis même dans leur analyse, parce que c'est ça aussi que j'ai aimé dans l'école à la maison, c'est qu'ils ont une espèce d'analyse des situations et tout, qui sont hyper logiques, hyper fines. Par contre, c'est vrai que les trucs très méthodiques, etc., très classiques, très scolaires, ils ont un peu plus de mal, et c'est normal. Euh, mais tu vois, sa maîtresse, elle est vachement aidante là-dessus. Mm. Puis dans son école, il y a des enfants qui sont TDAH, etc. Donc elle est vraiment accompagnante Ouais. sur chaque individu. Enfin, vraiment, j'adore. Et l'école de maternelle de mon fils, du coup, lui, il est en petite section. Elle m'a proposé d'elle-même, si je voulais, que mon fils ne fasse que les matinées à l'école. Ok. Donc ça aussi, c'est super parce que je me dis, lui, il a eu 3 ans en décembre. Donc forcément, par rapport à certains de son âge, il a presque un an d'écart. Ouais. Donc ça lui permet vraiment d'y aller en douceur. Et puis quand il sera en moyenne section, de pouvoir être en terrain inconnu et de pouvoir s'adapter plus facilement. Mm. Et sa maîtresse est exceptionnelle. Alors c'est très dur pour mon petit dernier. Euh, mais en fait, il y a pas de meilleure façon pour lui d'entrer parce qu'elle me laisse être avec lui, elle l'accompagne, elle lui fait des câlins. En plus, le matin, ils prennent un temps pour faire un petit déjeuner collectif avant de faire des activités pour que justement ce soit un moment, tu vois, de kiff, de partage, où ils prennent du plaisir et où tout d'un coup ils posent un peu les valises, tu vois, ils sont à l'école, tout va bien. Et je trouve ça génial. En Génial. plus, la cantinière, elle fait que des produits locaux et tout. Enfin, c'est Mm. trop beau. Euh, dans le RPI, il y a même un chef cuisinier qui fait l'école aux enfants. Enfin bon, voilà, c'est vraiment des écoles géniales, quoi. Donc je suis très contente. Il y a plein de gens qui vont déménager là où tu habites. Je ne le dirai pas trop parce qu'on ne peut pas qu'il y ait 30 élèves par classe. Non, mais c'est fou Non, parce c'est que vrai. tu vois ce que tu décris. Enfin, en fait, quand j'ai deux sentiments en même temps, la première, c'est me dire, mais c'est génial, en fait, tous les enfants devraient vivre l'école comme ça. Et Oui, un peu de l'émerveillement, tu vas me dire, mais quelle chance, c'est génial. Et en même temps, un peu de frustration de me dire, mais pourquoi on est toujours dans des systèmes aussi pourris à 99% du temps, quoi. ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Mais là, je suis vraiment très contente des écoles, surtout que tu vois, celle de mon fils, par exemple, là, ils organisent un voyage, ils partent 4 jours à la mer. Ça coûte 20 € pour les parents. Ils vont dormir dans un château. Alors, mon fils, il n'a pas trop envie d'y aller parce qu'il ne se sent pas de nous quitter. Mais c'est pas grave. Mhm. En fait, je me dis que l'année d'après, peut-être qu'il sera capable et qu'il aura envie, puis il se Mhm. connaîtra un peu mieux aussi. Il rentre en cours d'année. C'est pas Oui. évident de se dire, là, en plus, ça faisait une semaine qu'il était à l'école. Tu vois, il connaissait pas encore la maîtresse. Enfin, tu vois, pour lui, c'est pas encore une figure assez de Ouais. référence pour se sentir très à l'aise.
Peut-être qu'en mai, parce que c'est en mai, peut-être qu'en mai, il me dira j'ai vraiment envie d'y aller. Et donc, dans ce cas-là, je pourrais discuter avec la maîtresse. Mm. Mais peut-être que ce sera l'année prochaine et c'est OK aussi. Ils font plein d'activités extérieures. Ils font de la piscine tous les jeudis. Moi, il adore. Il prend le bus pour aller à la piscine. C'est une grande aventure. Vraiment, voilà, il y a plein de choses. Et là alors, l'école maternelle de mon tout petit, c'est Disneyland, quoi. Il y a 3 pièces. Il y a une salle entière de motricité libre. Ouais. Là, j'y suis allée ce matin. Elle lui aura fait carrément une pièce avec. Elle a imprimé des radiographies, tu sais, de corps. Mm. Elle a fait une pièce entière qui représente le médecin. Elle a fait une carte de médecin pour qu'il puisse faire des jeux d'imitation et Ah, tout. mais c'est Euh, génial. et elle y va. Et moi, j'ai laissé mon fils, il pleurait ce matin, c'était un peu dur pour lui. En fait, je me suis dit, mais dès qu'il va commencer à sentir tu vois, qu'il est en terrain sécure, c'est-à-dire avec des adultes sécures et des enfants sécures, mais je suis sûre qu'il va me demander à rester la journée, quoi. C'est obligé. C'est Disneyland, il y a des trucs et tout est classé un peu comme un Montessori, tu vois, dans des bacs et tout. Enfin, c'est absolument génial. Et puis en plus, il y a pas, les tables sont en rond. Moi, mon fils, tu vois, au début, quand il voulait pas faire les activités collectives, elle lui disait, bah, tu peux jouer, faire ce que tu veux. T'es pas obligé. Ouais. Elle respecte leur rythme. La sieste, c'est pareil. Non, moi, la sieste, c'est vraiment un truc dans les écoles. Elle a un truc de sieste. Elle a dit, moi, je prends ceux qui veulent pas faire la sieste, on lit. Et peu importe l'âge, en fait, elle force pas. Ceux qui veulent dormir, ils vont dormir. Ceux qui dorment 30 minutes, ils se lèvent, ils viennent me rejoindre. Ceux qui dorment 2h30, dorment 2h30. On force pas. Ils ont besoin de dormir, ils dorment. Ils n'ont pas besoin de dormir, ils dorment pas. Et bon, moi, ça, c'était un truc parce que ça, la sieste aussi, tu vois. Ouais. Dans les écoles, des fois, on est là, mais comment ça va se passer, tout, la sieste ils vont les forcer, ils vont leur dire tais-toi, tu t'allonges et puis tu regardes le plafond. Non, là, elle leur dit vous venez. Elle leur a pris des petits coussins de chez eux pour qu'ils puissent se caler. S'ils ont envie de s'allonger, elle dit même les moyens, des fois, quand je suis en train de lire un livre, ils finissent par s'endormir. Mm. Mais c'est pas grave, elle les laisse dormir là où ils sont, sur leurs petits coussins. Enfin, c'est génial. C'est hyper Et respectueux. l'espace, c'est magique. Et puis elle est toute douce, toute gentille, toute Mm. accompagnante. Enfin, c'est super. Ouais, c'est Donc, hyper respectueux de l'enfant. C'est vraiment chouette. bah ouais. Et donc finalement, tu vois, je fais quand même pas mal de routes. Alors le matin, c'est un peu la galère niveau organisation. Mais j'ai 3 écoles hyper bienveillantes. Et en fait, tant pis, tu vois, je me dis, c'est pas grave, je perds 3 quarts d'heure, 1 heure peut-être le matin, Mm. 3 quarts d'heure, 1 heure l'après-midi. Mais déjà, on switch avec mon mari, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Mais en fait, ça n'a pas de prix aussi qu'il soit bien à l'école. Ouais. Ouais, Tu tu sais vois. pourquoi tu le fais, donc ouais. Ouais, ça n'a pas de prix. Déjà, l'école, pour moi, ça a été difficile. Mm. Tu vois, tout ce qui est système, en fait. On revient à la naissance. Moi, j'ai rien contre la médecine, mais j'ai beaucoup de choses à reprocher au système. Mm. J'ai rien contre l'école. Je trouve ça génial. Moi, j'ai des super souvenirs. Mais c'est le système Mm. qui est compliqué. En fait, tout est question de système. Parce que le système rentre tout dans des protocoles, Ouais. dans des obligations, et donc dans le non-respect non seulement des rythmes, des physiologies, etc. Et donc les systèmes me posent toujours problème. Tout ça, rentrer des choses dans des cases, ça m'a toujours posé problème. Mm. Donc en fait, voilà, c'est là que des fois on se trompe de combat quand les gens ils me disent ouais, mais de toute façon la médecine t'es bien contente de l'avoir. Mais évidemment, je suis très contente d'avoir la médecine, mais je suis pas du tout contente d'avoir des protocoles parce que voilà, et puis en fait on a le droit, tu vois, parce que ça revient très souvent ça. Alors là, tu vois, je vais switcher un peu entre les deux sujets, mais je pense que c'est important de le dire. Il y a pas très longtemps, il y avait un réel d'une nana sur Instagram qui a posté le repas qu'elle a mangé à l'hôpital Mm. juste après la naissance. Donc évidemment, j'ai commenté dessus en disant super réel, mais je suis affligée de voir les commentaires. Alors là, évidemment, il y a plein de gens qui me sont tombés dessus en mode ah, mais t'es bien contente, mais tu te rends pas compte, mais tu veux quoi, un repas 4 étoiles, etc. etc. Et en fait, j'ai dit, mais tu sais quoi, c'est pas parce que on dit que l'hôpital c'est bien parce que c'est fait pour nous soigner qu'on doit pas taper du poing sur les incohérences. Ouais. Et en plus, les incohérences, j'ai envie de dire, elles ne touchent pas que les patients, elles touchent aussi les soignants Mm. qui sont dans ce système. On n'est pas en train de dire les gens qui travaillent dans l'hôpital sont tous des cons. On est en train de dire le système broie non seulement les patients, mais en plus les soignants. Et ça, on le sait. La dernière fois, je me suis fait opérer du doigt. Je discutais avec l'infirmière qui me disait, mais dans 5 ans, ce sera très difficile de se faire soigner correctement. Mm. Ça commence déjà à l'être. Moi, j'ai vécu des trucs avec mon mari qui n'étaient pas bien, où je me disais, mais tu peux mourir littéralement Ouais. de la défaillance du système. Hein. Donc, en fait, à un moment... Et si tu fais pas l'effort toi-même de te renseigner un peu, non seulement... aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'il faut avoir des connaissances en médecine pour pouvoir se soigner correctement. Ouais. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On a oublié, en fait, je trouve,
l'essence de la médecine et de la façon dont on prend soin des gens. Mais de toute façon, c'est logique, hein, on est dans une société capitaliste, donc forcément, le profit avant la santé, c'est juste évident. Donc aujourd'hui, on peut pas dire qui qu'on soit, n'importe quel milieu qu'on soit, on peut pas affirmer que le système, il est normal Non. et OK. Et je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a des grèves en permanence. C'est pas pour rien que pendant le Covid, ça a explosé littéralement au niveau des injonctions et des gens qui disaient mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça devient n'importe quoi, que ce soit pour les patients comme pour les soignants, encore une fois. Des soignants, je rappelle qu'on a applaudi à 20 heures et puis qu'ensuite Ouais. on a jeté à la porte comme des malpropres. Mais ça, on trouve ça normal. Ben non, c'est pas normal et il faut le dire quand c'est pas normal. Mais l'école, c'est un petit peu pareil. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on est en train d'enlever tous les enfants qui font l'école à la maison, sauf qu'on n'est pas capable d'avoir des enseignants dans les écoles. Donc, on a des écoles littéralement surchargées avec des enseignants qui en peuvent plus, des violences qui pleuvent sur les enfants, parce qu'en fait, à un moment donné, moi, je le vois bien, des fois, avec 3 enfants, je suis surchargée. Donc, t'imagines toute la journée avec 27 enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas des dieux non plus. Hein. Mm. Je veux dire, on a nos propres traumas, nos propres difficultés, notre propre fatigue. Et quand on nous demande de gérer 27 élèves en nous donnant tellement peu de moyens, évidemment, à un moment donné, on peut pas. Et donc, on est en train de tirer sur la corde d'un côté, puis en même temps, on fait rien pour améliorer les choses de l'autre. Alors, le système de la médecine et de l'école, c'est le même. Hein. Ouais. Vraiment, il fonctionne de la même manière. Les failles sont les mêmes dans l'un comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on donne très peu de moyens, et par contre, on fait des injonctions aux gens, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'accoucher à la maison, c'est pas bien. Les sages-femmes, elles n'ont pas d'assurance parce que du coup, il y a une vraie chasse aux sorcières. Ouais. Par contre, à l'hôpital, il n'y a pas de lit, donc et puis il n'y a pas de moyens. Mais Il n'y a surtout, pas de mettre des moyens. enfants. Voilà. Il n'y a pas de moyens pour avoir une femme qui accompagne une Une sage-femme. sage-femme. On a parlé de ça, c'est-à-dire que Anna Roy en a vraiment parlé, et ça, je la remercie pour ça. Je suis maltraitante, c'est-à-dire que même une maîtresse comme une sage-femme, comme un médecin, si tu lui donnes pas les moyens, elle a beau être la plus bienveillante possible, elle n'y arrivera pas. Ouais. Personne ne peut, enfin, je veux dire, personne n'est des demi-dieux. Je veux dire, si tu as zéro moyen, si tu n'en as pas la possibilité, quand tu as 10 femmes qui accouchent en même temps et qu'elles courent partout d'une femme à l'autre, évidemment qu'elles ne peuvent pas faire du correct. Mm. Je repenserai toujours à cette femme qui a accouché dans le couloir de l'hôpital. Elle est arrivée, son bébé dans les bras, personne n'était venu s'occuper d'elle. Alors oui, il y en a plein qui vont dire, mais super, du coup, elle a une naissance physiologique, mais elle a accouché dans un stress de malade. C'est pas OK, ça. C'est pas OK. Et en fait, donc, l'école, c'est pareil. On n'a pas de moyens. On demande à tous les enfants qui font l'école à la maison, avec des parents stables qui peuvent leur inculquer des choses et qui ont décidé d'être dans ce système-là, de mettre des enfants à l'école, alors qu'on n'a aucun moyen à l'école et qu'on se retrouve avec des classes surchargées, 35 élèves. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, comme d'habitude, en fait, on traite un petit espace du problème et pas le problème de fond qui est notre société capitaliste qui est basée non seulement sur le profit, mais aussi sur le collectif. Et j'ai envie de dire pas le collectif dans son meilleur ensemble, parce que œuvrer pour le collectif, c'est quelque chose de positif, mais on ne peut pas être dans le collectif si on n'est pas un peu dans l'individuel aussi. Et vu qu'on broie littéralement les libertés individuelles, forcément, on n'a pas envie d'être dans le collectif non plus. C'est clair. Donc voilà, notre société, elle est complètement défaillante. Et en France, c'est catastrophique à tellement de niveaux. Alors oui, on n'est pas si mal logé. Moi, j'aime bien les gens qui viennent me dire, mais attends, tu te rends pas compte. Évidemment, évidemment qu'il y a toujours pire ailleurs. Mais en fait, si on part du principe qu'il y a pire ailleurs et que du coup, on change rien de ce qu'il y a de mauvais chez nous, on n'avance pas non plus. Il y a pire ailleurs, mais il y a mieux aussi. Donc, plutôt que de se dire il y a pire ailleurs, on pourrait dire prenons exemple sur le mieux, quoi, par exemple. Voilà. La vie, c'est une question de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, tu vois. C'est clair. Ça me fait penser, toi, tout ce que tu dis là, moi, c'est des sujets qui sont hyper irritants. Tu parlais au début du fait que tu t'es pas mal renseigné ces derniers temps sur apaiser le système nerveux. Comment tu fais pour t'apaiser quand t'es... Ouais, alors ça, c'est un vaste sujet. Je me suis rendu compte, en fait, que moi, j'étais une très, très grande anxieuse, que j'avais j'avais un système nerveux complètement dérégulé, et pas que, mon mental a une trop grosse place dans ma vie. Vraiment, je suis, mais constamment dans le mental. Il y a un livre que je recommande de lire qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Je dis pas qu'il faut appliquer absolument tout. En fait, c'est comme tout. Prenez ce que vous avez à apprendre dans chaque truc. Vous n'êtes pas obligé de vous dire, oh là, parce que le gars, c'est un éveilleur de conscience, il est très dans la spiritualité, tu sais, c'est un peu comme les moines tibétains, quoi.
Donc tout le monde ne peut pas se transformer en moine tibétain demain, mais on peut accéder petit à petit à un meilleur lâcher-prise. Et en tout cas, moi, je me suis vraiment rendu compte qu'on est, en fait, déjà, on ne sait plus du tout être dans l'instant présent. On est soit focalisé sur notre passé, sur toutes les erreurs qu'on a faites, sur ce qui nous manque, sur ce qui ne va pas, ce qui n'est pas allé, sur les relations qu'on a perdues, qu'on a échouées, nanana. Soit focaliser sur notre avenir, c'est-à-dire ah mais quand je ferai ça, j'irai mieux. Quand je ferai ça, j'irai mieux. Et en fait, du coup, l'instant présent, il disparaît. Sauf qu'en fait, l'instant présent, c'est vraiment la seule chose qui existe. Le futur n'existe pas encore, le passé, il n'existe pas. Et en fait, on a très peu de prise sur ce qui s'est passé et surtout sur ce qui va se passer. Et vraiment se connecter à cet instant présent et être moins dans le mental. Je me rends compte qu'on est beaucoup. Tu sais, rien que des fois, tu es sous ta douche, puis tu te refais des conversations dans la tête. Tu vois, moi, des fois, quand je prends part à un débat sur Instagram, je suis là, qu'est-ce que je vais lui répondre? Mais non, en fait, juste. Et pendant certains temps, tu vois, j'arrivais. Ça prenait une tellement grande place que toute la journée, je pensais à ce que j'allais répondre à ces gens-là, des inconnus que je connais ni d'Adam ni d'Ève, que je vais éduquer sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, j'ai beau leur parler, ça rentre même pas. Quel intérêt, tu vois? Et donc tout ça, il a fallu que j'apprenne petit à petit à lâcher prise. Donc ça va être tout un travail sur l'état d'esprit général, c'est-à-dire l'instant présent, ne plus être dans la colère et dans le jugement en permanence, parce que ça, quelle que soit la personne, je pense que je me définis comme une personne plutôt bienveillante, mais malgré tout, si je me sens attaquée un peu injustement, si je sens qu'on m'a fait des reproches, ben, je vais être dans ce ressentiment-là. Et donc, travailler un peu sur mes propres émotions à moi. Un autre truc que j'encourage beaucoup, c'est d'être bienveillant avec soi-même. C'est vraiment hyper important. Moi, tu sais ce que je dis je me dis moi-même, toujours, je me dis, Julie, si une mère venait te déposer ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce qu'évidemment, avec une maman, je serais là, mais bien sûr, t'es humaine. Mais avec moi, je suis là, putain, je suis une mauvaise mère. Nanana. Tu vois, avec nous, on est tellement, tellement critique. Donc, vraiment, apprendre à être bienveillant avec soi-même. Et cet exercice-là, juste de se mettre à la place, comme si on venait se parler à nous-mêmes, et ben ça aide à être un peu plus bienveillant. Si on était un inconnu qui venait déposer, voilà, par exemple, j'ai crié sur mes enfants aujourd'hui, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, mais attends, évidemment que tu as crié sur tes enfants, tu es fatiguée, tu es à bout de nerfs, tu es humaine. Je veux dire, voilà. Par contre, moi, si je crie sur mes enfants, je me dis, putain, je suis une mauvaise mère, j'ai échoué, tu vois, je me sens coupable, ça me ronge. Donc voilà, tout ça, c'est la base déjà pour, enfin, une petite base, on va dire, pour un état d'esprit un peu plus clair. Et après, il y a vraiment des tips physiques pour réguler le système nerveux qu'on apprend parce qu'en fait, il y a quelqu'un Véronique Desnoyers, sur les réseaux sociaux, propose un programme pour réguler son système nerveux. Et elle a une très belle vision de comment est dérégulé notre système nerveux, c'est-à-dire notre système, parce qu'on est sur plusieurs, notre système nerveux, il contient le système nerveux sympathique, qui est divisé en deux catégories, et le système nerveux parasympathique. Le parasympathique, c'est celui qui nous fait prendre la fuite, qui nous fait voilà, gérer les situations d'urgence. C'est pas un système qu'il faut éliminer complètement parce qu'évidemment, s'il nous arrive une catastrophe, si on a besoin à un moment donné, notre instinct de survie, c'est celui-là, c'est celui qui nous sauve. Par contre, quand on est dans un état d'anxiété générale, on a notre système nerveux parasympathique qui est complètement tout le temps activé. Donc ça veut dire qu'on est en fait, donc notre cortisol est très haut dans notre corps, mais ça veut dire aussi qu'on est en état d'alerte un peu en permanence. Donc on est un peu en permanence, pas loin de cette cocotte minute. Et en fait, même nous, notre incidence sur notre santé, sur notre sommeil, sur tellement de sphères de notre vie, elle est conséquente. Et en fait, elle l'explique très bien, ça passe pas que par du mental, c'est-à-dire par du mindset et tout, ça passe aussi par du corporel, c'est-à-dire apprendre à ton corps à pas être dans un état d'urgence. Donc il y a des gestes un peu répétitifs comme le souffle, tu vois, à faire plusieurs fois dans la journée, des trucs comme ça indique à ton système parasympathique que tout va bien. Les massages, tu vois, du nerf vague aussi, réguler le nerf vague. Le fait de se secouer aussi, le checking, le FT, les tapotings, tu vois, ça va vraiment permettre de réguler le système nerveux. Et ce qui marche beaucoup à tout moment et pas que pour les adultes. Je précise, le shaking, nous, ça marche aussi beaucoup avec les enfants. Le shaking, c'est génial. Ben, en fait, ça libère plein de choses dans le corps. Et en fait, le corps a besoin d'entendre. Et alors, un autre truc aussi, hein, c'est que moi, je travaille dedans, c'est les freins restrictifs buccaux aussi.
Les freins restrictifs buccaux, ça touche énormément de personnes. Et alors, pas que, mais très souvent, c'est la grande cause de ce qu'on appelle la respiration buccale, c'est-à-dire les gens qui respirent la bouche ouverte. J'en fais partie, littéralement. Euh, et en fait, la langue doit être collée au palais pour activer le système vagal. Et en fait, c'est un interrupteur, hein, littéralement, le palais. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait, moi, en toute Ouais. honnêteté, j'ai un gros frein restrictif. Et en fait, j'ai sucé mes 2 doigts jusqu'à 14 ans. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais besoin d'un truc qui me colle au palais. Et il y a des enfants qui ont énormément de mal à se séparer de tout ce qui est succion, pouce, tétine et tout, parce qu'en fait, ils ont besoin d'avoir un truc qui appuie au palais. Si leur langue, elle n'est pas capable de faire ce truc-là, après, on a des enfants, en fait, qui sont en tension permanente. Et souvent, on appelle ça des enfants trampolines, des enfants hyperactifs. On leur colle l'étiquette d'hyperactif. Mais parce qu'en fait, ils sont tellement tout le temps en tension qu'ils ont besoin d'évacuer cette tension d'une manière ou d'une autre. Donc ça, le fait d'avoir une respiration buccale, ou en tout cas de ne pas avoir la langue collée au palais en permanence, ça veut dire qu'on est aussi dans un état un peu d'alerte permanent. Ouais. Et c'est très très intéressant parce que tout est intimement lié. Alors tout est multifactoriel pour moi, mais tu vois par exemple le fait est d'avoir une respiration buccale et d'avoir un frein restrictif, ça entraîne aussi beaucoup de problématiques 10. Tous les troubles 10, mais aussi, tu vois, tous les troubles type TDAH. Le TDAH, tu vois, on parle beaucoup de personnes impulsives, de personnes qui ont du mal à s'organiser. Mais c'est normal parce qu'en fait, si en permanence ton système parasympathique il est au plafond. Donc en fait, tu pourrais juste réguler aussi certains syndromes du TDAH, parce que encore une fois, c'est multifactoriel. Voilà, ça fonctionne un peu différemment. Mais si depuis que tu es enfant, tu dors la bouche ouverte, donc tu es en désactivation totale du système vagal tout le temps, forcément qu'à un moment donné, ton cerveau, il crée des parades pour que ton système d'apprentissage soit plus facile, pour que ta façon d'être soit un peu plus facile. Il s'adapte en fait, c'est toujours une adaptation. Donc voilà, tout ça, c'est de travailler un petit peu. Mais en fait, t'imagines la quantité, et même moi, tu vois, j'ai un gros bagage d'informations en moi, mais même j'ai l'impression de ne pas en connaître le quart, tu vois. Il y a tellement, c'est tellement vaste et c'est tellement intéressant aussi, mais de savoir en fait que de base, on est quasiment tous déréglés parce qu'on est tous dans cette société qui nous a complètement déréglés. On mange plus correctement, on est tous sédentaires maintenant, alors qu'à la base, on était quand même des nomades, tu vois. Donc voilà, il y a tellement de déséquilibres qui font qu'on s'adapte comme on peut. On parle aujourd'hui d'involution et plus d'évolution, c'est-à-dire qu'on part un peu à l'envers. On s'adapte et c'est magnifique de voir à quel point on est adaptable à notre environnement et même à un environnement hostile. Euh, mais en même temps, ça crée quand même des déséquilibres dont il faut avoir conscience. Et voilà, c'est pas pour rien que toutes les maladies psychiques, que tous les troubles, etc., dysfonctionnels tombent là. C'est-à-dire que ça s'est installé petit à petit, mais on est en pleine explosion parce qu'on est de plus en plus dans l'industrialisation. Et on voit très bien que la génération de nos parents, c'est la génération qui a été dans le plus dans l'industrialisation, donc nous enfants, forcément. Et donc forcément, notre génération, elle est au plafond des problèmes mentaux, dysfonctionnels, physiques, des maladies à type de cancer et compagnie. Ça explose aussi littéralement. Et on ne peut pas dire qu'il y en avait avant, il y en avait avant, mais on ne peut Mais pas ça dire qu'il y en dans avait cette moins. proportion. Ouais. Parce que, en fait, proportionnellement, on est forcément dans une explosion. Et on a beau être à fond dans le naturel, ça ne nous préserve pas parce qu'en fait, il y a aussi un impact générationnel. Donc, c'est déjà bien parce qu'en fait, faire des choses euh, voilà. Mais tu vois, moi, pour moi, le mental, tu vois, on parle des maladies. Alors, bien sûr, l'allaitement, la naissance physiologique, etc., c'est un grand pas pour prévenir des maladies de nos enfants. Mais en fait, prendre soin de leur mental, pour moi, c'est. C'est la première Il y chose. a un autre livre, allez, je balance ma bibliothèque là, mais un autre livre, Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel, qui sont Ouais. super intéressants. C'est un psychologue qui l'a écrit. Euh, en fait, qui amorce l'impact des maladies sur toute notre vie. Alors, et lui aussi, il parle principalement de ses premières années de vie, hein, qui engramment énormément de choses. Mais il a ce discours rassurant et qu'on va tout savoir, heureusement, c'est que rien n'est figé dans la vie. Et on peut totalement, même à 40, 50, 60 ans, déprogrammer des choses et avoir un impact sur notre santé parce qu'en fait, le corps, il se régénère. Ouais. Il est constamment dans le. C'est pas un truc qui, s'il est pas bien pendant une période de la vie, il va pas rester pas bien. D'ailleurs, on le voit sur des personnes qui ont eu des maladies très graves et qui, des années après, vont très bien. Le corps est résilient, donc on peut utiliser cette résilience, mais si on ne fait pas un effort en amont, nous, en tant que personne,
Ouais, il Euh, ne pourra pas tout voilà. seul. Mais le mental, pour moi, prendre soin du mental avant même de prendre soin de sa santé. Alors, en parallèle, c'est encore mieux. Mais aujourd'hui, je me rends vraiment compte que tu as beau avoir une super alimentation, etc. Si tu n'as pas pris soin de ton mental, Là, ça sert à rien. Sur le ouais, sujet, ça sert à rien. je recommande vraiment, c'est super intéressant tout l'impact de nos pensées, voilà, de ce qu'on se raconte, des jugements et tout dont tu parlais. Tous les écrits de Joe Dispenza, ils sont hyper intéressants sur le sujet. Ouais, ok. Comment ça soigne le corps aussi. Ouais. Les Euh, quatre accords Toltec aussi pour ouais, commencer. exactement. Voilà. C'est pas mal, c'est un grand classique, mais vraiment, Ouais, mais il vraiment est oui. bien. Il est Mais bien. vraiment oui, en fait, si tu appliques juste ces quatre accords toute ta vie, moi je le vois, hein, des fois j'étais un peu dans la colère et tout, mais maintenant avec mon mari, on se regarde, on dit pas de jugement, pas de jugement. En fait, chacun fait ce qu'il peut avec les trucs qu'il a. Exactement. Et être bienveillant et empathique, c'est vraiment ça, c'est de se dire en fait, chacun fait comme il peut. Puis nous aussi, on a fait des erreurs, les gens nous ont forcément jugés à un moment Ah donné. oui, c'est clair. Ouais. Mais bon, c'est pas grave en fait, ça ne regarde que nous. Et puis voilà, le regard des autres, se détacher du regard des Mm. autres aussi, sur le mental. Mais ça, on nous a appris toute notre vie à exister dans le regard des autres, hein. Ouais, Donc ouais. c'est hyper difficile d'exister dans notre propre regard. Pourtant, on se rend compte que dès le moment où on a notre approbation à nous et qu'on se fout complètement de l'approbation des autres, on est quand C'est même plus beaucoup mieux. léger. Exactement. Euh, Il va falloir qu'on coupe parce que Ouais, on arrive au bout, mais ça pourrait durer des heures cette discussion. oui, je Je connais vais quand bien, même je parle beaucoup. Ouais, mais c'est bien, c'est hyper intéressant. Je suis très frustrée de devoir arrêter maintenant. J'ai quand même une dernière question qui est la question que je pose à chaque fois. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et ben, tu vois, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai décidé de mettre mes enfants à l'école, Ouais, parce que j'ai été fière de passer outre, de me faire passer en premier. ouais, En fait, c'est juste ça. j'ai choisi. D'enfin accepter de me faire passer en premier et de me dire qu'en fait, c'est fondamental. Donc, et tu vois, là, je disais à mon mari, là, en rentrant, que ça avait été difficile de déposer mais je te l'ai dit à toi aussi, je crois, Mm. que, en fait, mais je suis tellement alignée avec cette décision Ouais, qu'en fait, ça va. Alors que je sais que si j'avais fait ça il y a un an ou deux, j'en aurais été malade pendant des jours, j'aurais pas dormi de la nuit, je me serais dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je pense que l'impact sur mes enfants, il aurait été là aussi. ouais. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis pas alignée avec moi-même, mes enfants, ils vont se dire, attends, elle nous met à l'école, elle est pas d'accord avec ça, mais qu'est-ce qui va pas? Ouais, Tu vois, par exemple, c'est très logique. ouais. Alors que là, tu vois, on va aller le chercher à midi, on a décidé de se faire même un petit resto tous les trois avec juste le petit dernier, Mm. pour, voilà, passer un bon moment et dire, voilà, on est fiers de toi, tu as été à l'école, puis tu peux être fier de toi aussi. Et juste de discuter aussi de comment ça s'est passé, etc. Puis voilà, de positiver le truc, c'est important aussi, quoi. Ouais. C'est un beau message pour conclure. Merci, Ouais, Julie. Je partagerai en descriptif voilà, le lien vers ton compte en terre de mer, vers ton site. Enfin voilà, tu me diras ce que tu veux que je. En ouais, tout ça marche. cas, c'était passionnant. Il y a 1000 sujets que je voulais aborder encore, mais Ouais, c'est. on pourrait en refaire un si tu veux. Ouais, avec plaisir. Trop On bien. en fera une autre heure maintenant que j'ai du temps devant moi. Trop bien. J'accepte les. Ah, il y a une période là, tu vois, les 2 dernières années, j'étais obligée de dire non à toutes les demandes d'interview, de podcast. Mais j'étais là, je peux pas en fait me dégager Ah une oui, heure, c'est trop compliqué. Juste ça, tu vois. Et ben là, maintenant j'ai du temps, donc j'accepte. Je trop dis oui bien. avec plaisir. Ah, cool. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup. On pourrait aller sur des sujets plus techniques aussi. Ouais, grave. Tu vois. Ouais, ouais, t'inquiète, j'ai noté. J'ai J'ai envie pris des d'en notes. creuser. Merci, Julie. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.